Ma théorie depuis le début? Il l'a étranglée. Je suis Delphine Jubilard, une infirmière de 33 ans, mère de 2 enfants. Ma vie a basculé dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, lorsque j'ai mystérieusement disparu de mon domicile à Cagnac-les-Mines, dans le Tarn. Voici mon histoire. Ma vie n'était pas parfaite, j'étais en pleine procédure de divorce avec mon mari, Cédric, après 18 ans de vie commune. Nous avions des tensions, mais rien ne laissait présager ce qui allait arriver. Cette nuit-là j'ai disparu, et depuis, plus personne ne m'a revu. Ma disparition a bouleversé ma famille, mes amis et toute la France. Des recherches intensives ont été menées, mais en vain. Mon sort reste un mystère. Le 16 juin 2021, mon mari Cédric a été mis en examen et écroué. Mon cœur se serre à l'idée de laisser mes enfants sans leur mère, et, peut-être, sans leur père. Je suis hantée par la souffrance de ceux que j'aime et l'incertitude qui plane sur mon sort. À cette heure, le mystère n'est toujours pas résolu, mon histoire est un cri du cœur pour que la vérité éclate enfin, pour que la justice soit rendue et pour que la... Salut à tous, alors on le sait maintenant, depuis 15 mois l'affaire Delphine Jubilard a pris une ampleur assez importante en France, en tout cas dans ce qui est milieu judiciaire et enquête policière. Si Delphine reste toujours introuvable, malheureusement, et risque de l'être encore de nombreux mois, on apprend via un documentaire qui a été diffusé récemment sur RMC Story. Quels sont les premiers mots que Cédric Jubilard a donnés au policier quand il a téléphoné en pleine nuit? En effet, en se rendant compte que Delphine n'est plus à son domicile en pleine nuit, en plein hiver, Cédric décide de téléphoner à la police. Bonjour, je ne sais pas où est passée ma femme, je me réveille là et je suis tout seul à la maison. Moi, je me suis couché en premier, il y avait le petit avec elle devant la télé. Cédric explique que ce n'est pas la première fois qu'elle s'absente en pleine nuit, mais que le contexte est différent. C'est déjà arrivé une fois, mais c'était en plein été et là on est en plein hiver. Elle s'était endormie dans l'herbe pour regarder les étoiles filantes. Voilà ce qu'elle m'avait sorti comme excuse. Évidemment, perturbé par le fait qu'elle ne soit pas à ses côtés, dans le lit qu'elle est censée rejoindre la nuit, il dit aux forces de l'ordre, après avoir regardé partout dans la maison, mais ne veut pas réveiller les voisins en appelant. Lorsqu'il décline l'identité de sa femme, il va déclarer aux enquêteurs: pour l'instant, c'est Madame Jubilard Delphine. Quand le gendarme va lui demander de rester éveillé jusqu'à l'arrivée de ses collègues, il répond simplement, sincèrement: comment voulez-vous que j'arrive à dormir maintenant? C'est ainsi que démarre l'affaire Jubilard. 6 mois plus tard, le peintre, qui avait épousé Delphine, son amour de jeunesse en 2013, est incarcéré, placé en détention provisoire pour homicide par conjoint. Il clame, comme ses défenseurs, depuis son innocence, alors qu'aucun indice n'a été retrouvé pour le moment, et il est toujours un fait certain que sa place, à l'heure actuelle, ne devrait pas être en prison, qu'on soit pour ou contre Cédric Jubilard. Dans l'affaire de la disparition de sa femme, il est toujours un fait certain qu'actuellement, il n'y a, en tout cas connu par la presse et par nous-mêmes, aucun indice qui peut rattacher Cédric à la disparition de sa femme Delphine.
Plus de 4 ans après la disparition de Delphine Jubilard, les parties civiles dans cette affaire ont demandé une nouvelle fouille dans la zone où le téléphone de Cédric Jubilard a borné, rapporte Le Parisien, lundi 12 mai 2025. Dans la nuit du mardi 15 au mercredi 16 décembre 2020, Delphine Jubilard disparaît en pleine nuit. Depuis, l'enquête n'a pas permis de retrouver sa trace. Plus de 4 ans après cette disparition, les avocats des parties civiles dans cette affaire ont pris la décision de demander de nouvelles fouilles lundi 12 mai 2025, rapporte Le Parisien. Ils s'appuient sur un élément du dossier dans le cadre de cette demande. Le téléphone portable de Cédric Jubilard a en effet borné dans une zone éloignée de leur domicile familial la nuit de la disparition de son épouse. C'est à 3h21 que le 16 décembre 2020, le téléphone portable de Cédric Jubilard a été détecté dans une zone boisée. La veille aussi, le père de famille avait borné dans ce même endroit entre 12h24 et 13h10. Cet endroit se trouve dans la commune de Mirandol-Bourgnenac, dans le Tarn. Le couple vivait alors à Cagnac-les-Mines, à environ 25 km de cette zone. Des fouilles avaient déjà été effectuées dans cette zone très escarpée au cours du printemps 2021. Elles n'avaient pas permis de retrouver la trace de Delphine Jubilard. Mais voilà, les parties civiles dans cette affaire avancent que les fouilles n'ont pas été suffisamment méticuleuses et qu'un élément aurait pu échapper aux enquêteurs. Une nouvelle fouille, demandée par les parties civiles dans l'enquête sur la disparition de Delphine Jubilard, selon les informations relayées par nos confrères de TF1, lundi 12 mai 2025. L'enquêteur chargé de la fouille au printemps 2021 aurait seulement opéré une recherche en amont et en aval du point de bornage GPS. Cette fouille aurait alors duré seulement 30 minutes. Le lieu n'était pas accessible en voiture, comme le rapporte le procès-verbal. Dans le cadre de cette demande d'une nouvelle fouille, les parties civiles s'appuient sur le rapport d'expertise demandé par les juges d'instruction. Celui-ci confirme des doutes quant au sérieux avec lequel les coordonnées GPS ont été déterminées. Mise en examen depuis le mois de juin 2021 pour meurtre sur conjoint, Cédric Jubilard est toujours présumé innocent dans l'attente d'un jugement. Dans cette affaire, plutôt négligée par la police, dès le début, la police ne voulait pas spécialement chercher d'autres sources que Cédric Jubilard et l'amant de Delphine. Ensuite, nous apprenons que le lieu n'a jamais été fouillé. Un enquêteur de la section de recherche de Toulouse qui s'était rendu sur place en avril 2021 avait estimé que le site où le téléphone de Cédric avait borné la veille de la disparition de sa femme, et la nuit même, n'était pas accessible par une route carrossable ou plutôt en terre battue. Quant aux coordonnées GPS elles-mêmes, elles n'avaient pas convaincu les experts mandatés par le juge d'instruction, qui avait émis un doute sur leur fiabilité. Sauf que un téléphone, même éteint, bornera toujours. Mais, le plus fou dans cette affaire, c'est le fait que pendant la période du 15 novembre au 15 décembre 2020, soit le mois précédant la disparition de l'infirmière de 33 ans, le téléphone de son mari ait été repéré 17 fois dans cette zone. 17 fois ? C'est quand même un lieu important pour l'accusé. Quelques questions devraient être posées. Comme, Cédric a-t-il un ami là-bas? Avait-il une copine à Cazoul? Balader ses chiens? Est-ce qu'il y avait un lieu abandonné, un lac? Une cabane? Peut-être une maison en construction, comme j'ai retrouvé au début du chemin au 615 Cazoul. En effet, la maison était encore en travaux en février 2023, depuis plusieurs mois. Il y avait également tous les accessoires utiles pour dissimuler un corps non loin de cette position. Comme je le montre sur les photos de la maison, il y avait tous les outils disponibles sur place. Avons-nous posé des questions à ces gens? Avons-nous fouillé la maison en construction? Non. Une nouvelle expertise de ces données géographiques, un transport sur les lieux et une fouille du secteur sont pour moi obligatoires. Et ne seront pas longues.
car Cédric n'avait pas le temps d'aller aussi loin, de nuit, dans un bois. Voici pourquoi je pense que les horaires sont importants. Revenons un moment au bornage de 3h21 du matin au chemin de Cazoul. Cédric raconte être à la maison à 3h45 du matin, sa fille pleure. Cela correspond à 32 minutes entre ces deux horaires. 21 plus 32 égale 53. Dans la chronologie, Cédric parle de deux faits, la petite fille qui pleure et il décide de rallumer son téléphone dès qu'il rentre, à 3h53. Il a forcément menti sur quelques minutes, j'y reviendrai. N'oublions pas un détail important, il y a environ 1h05 de route. Aller-retour, dans la chronologie officielle et mes notes, la discute éclate vers 22h55. Puis plus rien juste grave 3h45. Pour moi Cédric rentre à la maison. Le temps entre la dispute et le retour à la maison, cela laisse environ 3h45 à 50 minutes de temps pour tout faire. Retirer 1h05, aller-retour, il lui reste environ 2h45. Maintenant vous pouvez retirer environ 30 à 40 minutes de dispute entre le couple. Il faut la tuer, étrangler, lutte, bagarre, le déplacement du corps aussi, il prendrait environ 10 à 20 minutes. Il reste environ 1h30 à Cédric pour faire ce qu'il veut, mais le podomètre des téléphones du couple ne montre pas beaucoup de mouvements. Quand j'ai retrouvé quelques informations, captures, articles et jugements, j'ai décidé de refaire la chronologie, comprendre les mouvements, l'attitude de Cédric, les minutes, les heures. Durant cette nuit-là, voici ce que l'on explique dans une affaire de crime. La chronologie est la base. À 3h21 du matin, le 16 décembre 2020, le téléphone de Cédric borne à Cazoul, hameau de Mirandol dans le Tarn. Nous savons que le 15 décembre 2020, Cédric a traîné de 12h24 à 13h10. Notez que c'est à 32 minutes de chez lui. Dans le mois de décembre 2020, avait l'habitude d'aller sur des sites pornographiques, dont juste avant la disparition de Delphine. Le 8, 9, 11, 12, 13, 14 et le 16 décembre. La nuit suivante, après la disparition, en dehors de ne plus chercher sa femme, Cédric continue d'aller jouer à des jeux sur Internet et de consulter les sites pornographiques. Les lunettes de Delphine Jubillard, retrouvées cassées lors de la perquisition du 16 décembre 2020. Sur l'îlot de la cuisine seront retrouvés 3 morceaux de la paire de lunettes, la monture cassée, une branche rose et un verre. La deuxième branche sera retrouvée sous le canapé lors d'une deuxième perquisition réalisée le 6 janvier 2021. Or plusieurs témoins sont formels, Delphine portait ses lunettes chez elle. Elles avaient beau être abîmées, elles tenaient encore bien droites sur son nez. Louis, le fils du couple, indiquera également que sa mère portait ses lunettes au moment de regarder la télévision avec lui le soir du 15 décembre, soit quelques heures avant la disparition. Comment expliquer alors l'état très dégradé et disloqué de cette paire de lunettes, s'enquièrent les magistrates. Je ne sais pas, je ne peux pas l'expliquer, j'en ai aucune idée, élude Cédric Jubillard. Les juges insistent, au terme d'une expertise, il a été indiqué qu'au vu des fragilités préexistantes de la monture, les dommages observés sur la paire de lunettes sont la conséquence d'efforts dynamiques appliqués de l'extérieur vers l'intérieur. L'expert exclut que les dommages aient pu être causés par une chute simple des lunettes, notent les deux magistrates. Elle cite également une deuxième expertise qui a permis d'évaluer que l'énergie appliquée pour obtenir la rupture de la monture constatée sur celle de Delphine est une énergie minimale estimée à 83 joules, soit une masse de 5 kg projetée à 21 km/h. Cela pourrait correspondre à un coup de poing porté à Delphine, ajoutera les juges. Cédric Jubillard formule à son tour une hypothèse, elle les a peut-être fait tomber, moi, je sais pas, un peu plus tard, elle a peut-être marché dessus, j'en sais rien. Puis de se retrancher derrière son sempiternel, je suis innocent. Vous me prenez pour le criminel parfait, mais je n'ai rien fait. Mardi 15 décembre 2020, 18h40, Cédric rentre.
Comme le rappelle le Parisien, Cédric Jubillard rentre au domicile conjugal de Cagnac-les-Mines aux alentours de 18h40. Il revient de son travail à Albi. Joue un peu avec son fils Louis. Il racontera aux enquêteurs trouver sa femme froide et distante. 19h45, dîner en famille. Cédric prépare le repas. Sa femme se contentera d'une soupe en briques. La famille dîne devant la télé. Il débarrasse avec son fils puis fume une cigarette. 20h10, site de rencontre. Profitant de ce moment seul, il se connecte à un site de rencontre. Il envoie plusieurs messages à de nombreuses femmes. Aucune ne répondra. Delphine elle se connecte à son compte Snapchat et converse avec Jean, son amant avec qui elle prévoyait de refaire sa vie. Elle discute d'une commande de bouteilles de vin. 21h, Louis est devant la télé. Delphine couche la petite Elia. Louis, le plus grand, est autorisé à rester devant la télé. 21h30, virement bancaire. Delphine échange encore avec son amant. Elle lui adresse un virement bancaire pour participer à l'achat du coffret de vin. Au même moment, Cédric sort promener leurs deux chiens et joue en chemin sur son téléphone. 22h08, téléphone éteint. Grande interrogation à l'ordre de la reconstitution, savoir pourquoi Cédric a éteint son téléphone à 22h08 alors qu'il ne l'a pas fait de l'année. Il indiquera aux experts être tombé en panne de batterie. Or la manipulation a été volontaire selon les données de l'appareil. 22h19, moi aussi envie de toi. D'après le Parisien, Delphine sort de la douche. Elle porte selon leur fils une paire de lunettes qui fera l'objet d'une attention toute particulière au cours de l'enquête sans toutefois être concluante. Elle envoie un cliché à son amant accompagné d'un message explicite. Moi aussi envie de toi, j'attends que ton lit soit le mien. 22h30, câlin en famille. Cédric revient lui aussi de la salle de bain. Il réunit Louise et Delphine pour un câlin à trois. Delphine repart, il affirmera ne plus l'avoir vue ensuite. Il s'endort quelques minutes plus tard. 22h58, dernier selfie pour Delphine. Delphine Jubillard envoie un dernier selfie à son amant avant d'aller se coucher vêtu d'un combi short. Il est 22h58 quand Louis part se coucher. 23h environ, dispute. C'est à ce moment-là que l'aîné entend des bruits. Il se dirige vers le salon et aperçoit ses parents en pleine dispute. Son témoignage sera crucial. 23h07, des cris. Autre témoignage, celui d'une voisine des Jubillards. Lors de sa seconde audition, la voisine et mère de famille a confirmé s'être rendue sur sa terrasse pour fumer une cigarette. Elle entend alors des cris nets, pas étouffés, mêlés à des aboiements de chiens. Ce sont les chiens qui m'ont fait peur, parce que j'ai imaginé que c'était une bagarre entre chiens, a-t-elle précisé au magistrat. La quinquagénaire emploiera lors de son audition une expression marquante et déterminante dans le dossier, des cris d'effroi. J'y tiens, c'est vraiment le terme que j'emploie, on sentait vraiment que cette dame avait peur, explique-t-elle dans le compte rendu. 23h30, la lumière allumée. Un autre voisin indiquera avoir remarqué que la lumière du salon des Jubillards est encore allumée. Les chiens sont sur la terrasse, ce qui est inhabituel. Mercredi 16 décembre, minuit 7, activité sur le téléphone de Delphine. À minuit 7, le téléphone de Delphine est déverrouillé. À minuit 9, les données indiquent que l'application WhatsApp est ouverte, le téléphone ne se connecte pourtant pas à Internet, fait remarquer le Parisien, ce qui laisse suggérer une simple consultation des messages. 1h33, la caméra du téléphone s'active. La caméra du téléphone de Delphine s'active. À ce moment-là, Cédric décide forcément d'aller cacher le corps. C'est dans ce moment que je précise avant, il reste 1h30 à Cédric. Il en profite avec la bagarre avec sa femme pour fouiller dans le téléphone, il y reste de longues minutes, mais une question me trotte. Qui gardera les enfants ? Plus tôt dans la soirée, Cédric décide de sortir les chiens, c'est aussi un moment choisi et tactique pour éteindre son téléphone et pourquoi pas ne rejoindre quelqu'un qui attendrait le bon moment. 3h53, Cédric appelle sa femme. Pendant plus de 2 heures c'est le flou. Cédric expliquera ne pas savoir si Delphine l'a rejoint dans le lit parental.
C'est à ce moment-là qu'il aurait été réveillé par les pleurs de sa fille avant de la consoler et se rendre compte que Delphine n'est plus là. Il fouille la maison, rien. À 3h53, il tente de l'appeler 4 fois. Puis lui adresse 2 SMS avant 4 heures pour lui demander où elle se trouve. Le podomètre de son téléphone indiquera qu'il a parcouru 46 pas. C'est ici la seule preuve de l'accusation qui estime qu'il n'a pas bougé alors qu'il était censé chercher sa femme. Sachant que Cédric avait son téléphone dans les mains et qu'il envoyait des SMS et appelait. Tout est calculé, prémédité par Cédric. Entre son retour à la maison entre 3h40 et 3h53, il mettra 16 minutes avant de téléphoner à la gendarmerie. 4h09, Cédric appelle les secours. Juste avant, il contacte sur Messenger un groupe de copines à Delphine pour demander si elles ont des informations. Il appelle le 17 juste après. « Je ne sais pas où est ma femme », dira-t-il. 4h51, la gendarmerie arrive. Après plusieurs tentatives infructueuses de joindre sa femme par SMS et par téléphone, 2 militaires se présentent au domicile des Jubillards. Déjà rhabillé dans son pyjama panda, il fera une machine à laver, son comportement montre qu'il est en assurance, il contrôle et ne risque rien. Les gendarmes repartiront à 5h39. 5h43, une amie de Delphine se manifeste. Il est 5h43 quand l'une des amies de Delphine, sollicitée plus tôt dans la nuit, se manifeste. Elle dira avoir tenté de la joindre sans succès. 6h25, je pète les plombs putain. Cédric continue en vain de communiquer avec des proches de Delphine. Il dira péter les plombs et être grave inquiet de la situation. 6h31, retour des gendarmes. Les militaires sont de retour. Ils demandent les clés de la voiture de Delphine. Cédric s'exécute. Il remarque que la voiture est garée dans le sens de la descente. 6h52, le téléphone de Delphine s'active. Cédric est alors à plusieurs reprises seul quand les données du téléphone de Delphine s'activent. La page d'accueil est ouverte. Comme le détaillent nos confrères, la justice soupçonne qu'il est à l'origine de cette manipulation. Soit Delphine est en vie à ce moment-là, soit une tierce personne dispose de son téléphone. 7h48, il s'éteint. C'est à cette heure que le téléphone de Delphine rend l'âme et arrête de borner sur le relais de Cagnac. Vidé de sa batterie probablement. Cédric aura depuis 4 heures tenté de joindre son épouse 189 fois. Jeudi 17 décembre. Une journée après, il tentera de joindre sa femme à 2 reprises. Ces 2 appels seront les derniers. Cédric ne cherchera plus à communiquer avec son épouse comme si, selon l'accusation, il ne cherchait même plus à retrouver sa femme. Les attitudes de Cédric montrent à 100% pour moi, qu'il attendait le bon moment pour aller l'enterrer quelque part où il avait déjà trouvé un lieu éloigné de chez lui. Cependant, je reste persuadé qu'il était assez intelligent pour ne pas laisser les enfants pendant qu'il partait à Cazoul, 1h05 de route aller-retour. Plus le temps de porter le corps et le cacher, ce qui montre que Cédric avait la connaissance des lieux sur Tours en cette période froide de l'année. L'utilisation de la couette est un élément important, pour nous comme pour lui. En attendant dans la maison avant de mettre le corps dans la voiture, il reste environ 30 minutes sur WhatsApp et plusieurs minutes encore dans la maison. Peut-être attendre que son fils s'endorme correctement après tous ces bruits. Mais c'est aussi un moment délicat pour lui s'il décide de partir, les enfants pourraient se lever, pleurer, sortir dehors, demander à l'aide. Autre point, laisser les chiens dehors le temps de la dispute, car les chiens aboient lors d'une bagarre. Je reste persuadé que c'est un acte avec préméditation.